donnerai la parole à notre confrère et notre professeur Serge Santelli, qui a bien voulu répondre favorablement à l'invitation de l'association. Donc Serge, à vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci Si Jafar, qui est maintenant un grand ami et avec qui je travaille, avec Patrick, avec d'autres personnes, sur la Médina. Permettez-moi de vous dire que je vais vous proposer une lecture des plans de Médina du Maroc. Nous faisons actuellement un travail avec Patrick, avec l'association, qui s'intitule actuellement l'Atlas des Médinas du Maroc. Et nous avons pratiquement terminé le travail et nous sommes dans une phase, disons, de présentation et d'édition de cet ouvrage. C'est une partie de ces plans que je vais vous montrer et je vais me permettre de vous présenter une lecture critique et historique des plans, bien que je ne sois pas historien. Mais la recherche des documents et des plans des Médinas du Maroc, j'ai donc pu consulter des dizaines et des dizaines de plans, aussi bien anciens que récents, puisque les premiers plans des Médinas du Maroc ont été faits par les militaires. Dès l'arrivée des militaires au Maroc, des Français en particulier, il y a eu les services topographiques de l'armée ont produit des plans de très bonne qualité en général de toutes les médinas importantes du Maroc. Ce sont ces documents que j'ai analysés pour essayer de comprendre avec les plans successifs. Nous avons des plans pratiquement tous les 25 ans, jusqu'aux années 2000. Donc on peut très bien, à partir des plans qui existent dans nos archives, retracer l'histoire de l'évolution des médinas et surtout de son environnement. Donc c'est une lecture de ces plans que je vais vous proposer. Et à la lecture de ces plans, on envisage deux choses. Il y a deux lectures possibles. La première, c'est celle du développement des villes, disons naturelles, ou des développements urbains, c'est-à-dire la croissance et le développement des villes sous forme de lotissement, de création de nouveaux quartiers, etc. Je parle évidemment de la ville nouvelle, parce qu'il est entendu que les médinas ne bougent pas pendant le protectorat, et que ce qui bouge, c'est autour de la médina, et c'est l'analyse que je vais faire, que je vais vous proposer, c'est l'analyse de l'évolution de la croissance des villes dites nouvelles autour de la médina, puisque les médinas, elles, n'ont pas été bouleversées par des opérations urbaines majeures à l'époque du protectorat. Ça, donc, c'est relativement facile, quand on sait lire les plans, de voir comment évolue la croissance urbaine autour des médinas, et je vais vous présenter cette analyse. La deuxième analyse que je vais vous essayer de vous proposer, c'est l'analyse de la politique du résident général Lyautey. Parce que je vais me permettre de lire un texte que Lyautey a écrit. On a un livre qui s'appelle « Paroles d'action » signé du maréchal Lyautey, qui est en fait la succession, l'addition des discours qu'il a pu faire pendant qu'il était dans toute sa vie. Et il a fait un grand nombre de discours en tant que résident général et en tant que chef de l'armée d'occupation pour célébrer la France, le Maroc, etc. Dans beaucoup de ses interventions, il mentionne le royaume du Maroc, et je me permets de le citer intégralement, et on verra si cette politique très ouverte sur le Maroc du maréchal, on la retrouve dans les plans et dans l'évolution des villes, des médinas du Maroc. Alors voilà, je le cite. Mais il est bien entendu que cette pacification et ce développement ne peuvent et ne doivent s'accomplir que par la collaboration des deux races, et en assurant au peuple marocain le respect scrupuleux de sa religion, la sauvegarde des biens religieux et des biens privés, le maintien intégral de son statut, de ses coutumes et des habitudes de sa vie quotidienne. Vous voyez, c'est un programme politique très ambitieux et en fait très respectueux des institutions marocaines existantes, puisque
d'après ce que j'ai cru comprendre, le résident général n'a pas pris la place du sultan. C'est pas une entreprise coloniale où on se débarrasse des autorités locales pour implanter une autorité coloniale étrangère. Lyautey était favorable au respect, au maintien de l'autorité marocaine et en particulier de la monarchie du sultan. Et sa politique urbaine reflète cette intention politique. C'est-à-dire, il est clair qu'il a demandé à son architecte et à son urbaniste et à ses architectes, on ne touche pas à la Médina, on ne construit pas dans la Médina, bien que ce ne soit pas vrai dans les autres villes. Il a demandé à Henri Prost, son urbaniste, de faire un plan d'aménagement des 4 villes impériales. Donc Henri Prost a fait de très beaux plans. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces plans et dans la politique générale de l'urbanisme des villes impériales? C'est qu'effectivement, la ville neuve, ce qu'on appelle la ville neuve, c'est-à-dire la ville européenne, la ville coloniale, appelons-le par son nom, s'implante en dehors de la Médina avec un minimum, je dis un minimum d'intervention dans la Médina. Donc c'est vrai que grâce à cette politique, et contrairement à ce qui s'est passé en Algérie et en Tunisie, les médinas ont été respectés dans leur intégralité physique. Il n'y a pas eu de destruction comme à Alger, on a détruit la partie basse de la Casbah. À Tunis, il y a des quartiers entiers qui ont été détruits pour créer de nouvelles voiries. Ça n'a pas été le cas au Maroc, et c'est vrai que grâce à la politique de Lyautey, les médinas ont conservé leur authenticité patrimoniale. Sauf que le maréchal Lyautey, il a été le résident général de 1912 à 1925. Il est resté 13 ans. Et il faut dire que sa politique, disons, on pourrait dire pro-marocaine, n'a pas du tout été appréciée en France. Il y avait un lobby colonial très très fort, et au bout de 13 ans, il a été obligé de donner sa démission parce que le gouvernement français n'était pas d'accord avec sa politique. Et il a été remplacé militairement par Pétain, le maréchal Pétain, qui, vous savez, en France, a collaboré avec les Allemands, donc il avait un maréchal très radical, très brutal, et puis d'autres résidents qui l'ont remplacé, donc qui ont mené une politique, il faut le dire, différente, puisque le gouvernement français n'était pas satisfait de la politique, disons, pro-arabe de Lyautey. Alors on va essayer de voir ça dans les plans, parce que c'est vrai que la lecture des plans doit nous donner une idée sur l'évolution de la ville et de la manière dont cette politique de respect des médinas a pu être faite. Alors moi, la constatation que je fais tout de suite, on le verra à la lecture des plans rapides, c'est que concernant les villes impériales, c'est vrai qu'il y a eu une protection des médinas, mais ça ne concerne pas les autres médinas qui se sont développés de manière plus spontanée et plus informelle, sans qu'il y ait intervention directement de la résidence. Voilà. Donc je vais me lever parce que je voudrais être proche des dessins que je vais vous présenter. Donc c'est une sélection de dessins, de plans, qui vont nous permettre de lire l'évolution et l'histoire de ces villes. Voilà, ça c'est la première planche. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire et constater, c'est que les médinas, à l'époque, quand les Français sont arrivés en 1912, ou jusqu'à l'époque des Français, toutes ces médinas étaient entourées de vergers. Si vous preniez le plan d'Oujda, vous voyez, le plan d'Oujda, c'est Oujda ici, vous avez une grande zone de vergers qui entoure la ville. Toutes les médinas étaient entourées de jardins et de vergers. Toutes. Que ce soit Fès, que ce soit Meknès, et la particularité, c'est-à-dire qu'il y avait un palais, il y avait le jardin royal du palais. Donc ça, c'est une première remarque. Il faut dire aussi que ces vergers et jardins ont disparu au fur et à mesure de la croissance des villes. Il n'y en a plus actuellement, évidemment. Mais c'est une des caractéristiques de l'authenticité historique des médinas, c'est la relation que cette médina a avec son environnement paysager et rural hors des remparts. C'est vrai pour Oujda et pour Meknès, c'est également vrai pour Salé et Rabat. Vous voyez clairement sur ces plans de 1925, la Médina, dans ses remparts, et tout ce qui est en vert ici,
tous ces jardins qui avaient une très grande emprise. Donc il y avait une économie rurale de vergers autour de la Médina très importante. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les Français arrivent? Enfin, quand il y a le début de l'occupation militaire française. Eh bien, la première chose que font les Français, vous imaginez bien, ce sont des occupants. Ils font une occupation militaire. Ils construisent des casernes. Alors, où est-ce qu'on va construire les casernes? Vous voyez, pour Marrakech, la Médina est ici. On construit des casernes au Guéliz, au pied du mont Guéliz. Elle est ici. Prochaine. À Meknès, on construit une caserne ici. Et puis, bon, ça, donc c'est une chose que l'on voit dans toutes les médinas. Les Français construisent leurs casernes à quelques centaines de mètres hors les murs. Bon. Deuxièmement, après vienne l'occupation, non pas militaire, mais l'occupation civile. La société civile, les colons arrivent et vont devoir se loger, donc on va construire de nouveaux quartiers. Où est-ce qu'on va construire les premiers quartiers? Si on peut peut-être revenir sur la question. Alors, le quartier du Guéliz, il est, vous voyez, entre la Médina et le camp militaire, donc, mais il est proche du camp militaire. Moi, ce que j'ai noté dans ces plans, c'est que les premiers quartiers, appelons-les les colons, s'implantent près des casernes. Moi, je pense que c'est pour se sentir protégé par les soldats, par l'armée. Ici, attendez, non, voilà, ici c'est encore plus caricatural, parce que voilà le camp militaire à Meknès, vous voyez, c'est une grande surface, hein, et puis la ville nouvelle, disons les Français, se sont installés derrière. Ils sont donc protégés de la Médina, vous voyez, des révoltes qui pourraient se passer, des choses qui pourraient se passer, par le camp. Donc, souvent, le camp français est entre le quartier européen et la Médina. Alors, là, on revient sur Rabat. Rabat, vous voyez, la caserne est ici, et les nouveaux quartiers, en particulier le quartier de l'Atlantique, va se développer en premier lieu, ici, entre la caserne et la Médina, et puis aussi dans cette zone-là. Ici, c'est caricatural, c'est la Médina de Safi, vous voyez, le camp militaire qui est à quelques centaines de mètres des remparts. Quelquefois, en particulier à Essaouira, le camp militaire n'est pas à quelques centaines de mètres, mais il est collé au rempart. Bon, tout ça pour dire que le premier acte urbain des Français, c'est l'implantation des casernes. Deuxièmement, il y a l'implantation des nouveaux quartiers qui sont en général proches des casernes. Et puis quand la pacification, ce qu'on appelle la pacification, c'est-à-dire la soumission des tribus marocaines qui n'étaient pas encore soumises, se fait, évidemment, les Européens, les Français peuvent s'installer où ils veulent. Allons-y. Alors, regardez Fès, par exemple, où s'implante la nouvelle ville. Ici, avec effectivement ce qu'on pourrait appeler, mais c'est très très sommaire, hein, il y a une sorte de zone tampon ici. Ici, c'est le jardin de l'Agdal, c'est le jardin royal. Donc, mais la ville, c'est vraiment collé ici, sachant que l'armée est ici. L'armée est là, donc quelque part, elle protège les gens qui sont derrière elle. Même chose, je l'ai déjà dit pour Meknès. Ici, Meknès, c'est caricatural. C'est-à-dire que les Français s'établissent ici, il y a la gare. Et les Français sont vraiment, enfin les Européens sont vraiment derrière et protégés par les casernes, d'autant plus qu'ici, il y a un oued, et il y a donc cet espace tampon que souhaitait Lyautey au début, c'est-à-dire, il disait, entre la ville nouvelle et les Médinas, on va créer une zone tampon qui fait que chacun sera chez soi. Les Marocains, on les appelait les indigènes à l'époque, seront dans leur Médina, et les Européens dans leur ville nouvelle. Et puis il y aura l'armée entre les deux. À Marrakech, le quartier du Guéliz se développe,
Et on verra qu'au fur et à mesure du développement de la ville, le tampon, les espaces vides qui étaient entre le Guélise et la Médina vont se réduire. Tout ça, ça va être complètement loti. Mais un exemple caricatural de l'implantation de la ville nouvelle, c'est la Médina de Taza. Vous voyez le plan ici, on voit très bien. Il y a la Médina, le jardin du sultan qui effectivement sert de tampon, et puis vous avez le camp militaire, et derrière le camp, il y a la ville nouvelle qui est distribuée par une gare. Vous voyez, donc on a un syntagme, comme on dit chez les linguistes, Médina, jardin, caserne, ville nouvelle. Voilà ce que nous disent les plans. C'est bien la preuve qu'il y a une occupation militaire au Maroc. Allons-y. Bon, et alors, la situation va s'aggraver petit à petit. Au fur et à mesure que la population européenne augmente, les quartiers se développent. Vous voyez, les casernes sont ici, pour Oujda. Oui, Oujda, donc les quartiers vont se développer comme ça sur les jardins, en périphérie, ici. Et vous avez une carte plus tardive qui montre, à Oujda, qu'il y a un quartier français, un nouveau quartier, disons, qui s'est créé autour de la gare, ici. Ce qui est exceptionnel, mais qui est quand même criminel de mon point de vue, c'est que les autorités locales ont démoli les remparts qui étaient ici. Il y avait une entrée de la Médina ici. Ils ont fait un nouveau quartier avec un axe entre la gare et la nouvelle entrée. Ils ont mis une église ici, à l'entrée de la Médina, pour bien signifier la présence française. Et tous ces quartiers sont des quartiers ici, donc le long de l'avenue principale, donc d'immeubles, de rues, etc. Et l'avenue de France prend la place des remparts. On démolit les remparts pour créer l'avenue de France. C'est un cas qui n'est pas majoritaire, hein. J'ai découvert ça en regardant les plans, ce qui veut dire que quand Lyautey ne vérifiait pas les plans qui se passaient dans les villes autres que les villes impériales, les Français, enfin les autorités du protectorat pouvaient se permettre de démolir une partie de la Médina pour construire des nouveaux quartiers, ce qui est quand même une des opérations plutôt brutales. Passons. Et alors, donc, au fur et à mesure de l'augmentation de cette population européenne, disons française, vous voyez, la caserne est ici, toute la ville, toute la Médina, disons la Médina, est entourée, que ce soit à Rabat, que ce soit à Tanger, est entourée par les nouveaux quartiers, à tel point que l'on peut dire, alors ça c'est aussi un nouveau plan d'Oujda qui vous montre bien très clairement l'avenue de France, avec tous les bâtiments du protectorat, le marché, l'hôtel de ville, le palais de justice, la poste, le long de l'avenue France. Et là, ce qui est vraiment incroyable, on met une église pour bien signifier la présence française, hein, et puis on reste les remparts ici, et qui reste l'entrée traditionnelle. Donc, les indigènes rentreraient, s'ils habitent dans des quartiers, ici, mais ici, c'est le quartier européen. Donc là, il y a un frottement assez radical entre le quartier européen et la Médina, ce qui est un peu, bon, c'est pas courant. Par contre, alors ça, c'est avec les Espagnols, c'est autre chose. C'est l'Arrache. Là, c'est un plan très intéressant, l'Arrache, parce que la ville, d'abord, est très importante. La Médina est ici, elle a été préservée. Et les Espagnols, comme ils ont fait dans beaucoup de villes, ils ont créé une place circulaire qui associe, donc, une place qui relie, entre guillemets, la Médina qui est ici et la ville neuve. C'est la place de la Libération, ça s'appelle. Ça s'appelle la place de la Libération. Voilà. Donc, pour terminer, on s'aperçoit que les Médinas sont encerclés, enrobés par les nouveaux quartiers. Et dans certaines Médinas, c'est encore pire. À Casablanca, on construit un port industriel face à la Médina. C'est-à-dire que la Médina, qui avait un rapport avec l'Atlantique, ne l'a plus. Vous voyez, il y a des docks, hein, qui sont face à la même chose à Safi. D'autant plus que les Français construisent une voie de chemin de fer qui passe au pied de la Médina et qui coupe la Médina de la mer. D'autant plus qu'en plus, il va y avoir les docks, et ça c'est vrai, à la fois à Casa,
Il n'y a plus de médina à Casablanca. Elle a été complètement bétonnée, elle n'existe plus en tant que patrimoine. Quant à la médina de Safi, elle a beaucoup souffert parce que l'environnement atlantique de la médina de Safi est catastrophique. Il y a les chemins de fer, il y a des... c'est terrible, c'est très moche, c'est horrible. Voilà. Et aussi, on peut regarder cette évolution des espaces verts, entre guillemets, dans les plans de Fayard, des années 70-80. Vous avez dans la médina de Meknès, du fait qu'il y ait cette oued ici, vous avez la zone tampon très, très, très forte entre la médina, la caserne et la Villeneuve. À Fès, ce petit tampon là ridicule, il va être petit à petit grignoté par les lotissements, mais il existe encore dans les années 70. Et en fin de compte, à l'époque contemporaine, quasiment, vous voyez que le tampon, soi-disant le tampon existant entre la Villeneuve et la Médina, n'existe plus, puisque la ville européenne se développe ici. Et à Marrakech, pire, c'est que l'avenue Mohamed V ici, ils ont continué l'avenue Mohamed V pour la faire pénétrer dans la Médina jusqu'au Fer-Blanquier. Et dans les années 48, ils ont démoli le souk des libraires au pied de la Koutoubia, ce qui fait que la Koutoubia, maintenant, est au milieu d'un jardin, alors qu'au début, elle était dans la ville. Donc ça, c'est des opérations de type haussmannien, ce qu'on appelle haussmannien, c'est-à-dire à l'époque, au 19e siècle, à Paris, on cassait les quartiers autour des églises pour faire un jardin, pour mettre soi-disant en valeur les églises. Ils l'ont fait à Marrakech. Ça, c'est après Lyotet. Je ne sais pas si Lyotet aurait accepté qu'il y ait une avenue comme ça. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est ce que les urbanistes appellent une pénétrante, c'est-à-dire une route à 2 voies qui amène les voitures jusqu'ici. Voilà. Ça a été fait par Prost. Eh ben alors, c'est Prost... C'est une... Moi, je ne l'avais pas. Oui, elle est un peu courbe. Non, elle est très courte. Hein? Elle est très courbe. Elle est très courte. C'est l'élégance du geste. Oh, écoute, oui, elle est comme ça. Regarde, elle est là. Oui, mais elle ne va pas droit. Elle ne va pas droit bon, sur ça, le. Bon, on peut excuser Prost. Il y a une certaine élégance. Non, moi, je trouve que ce n'est pas du tout élégant de faire pénétrer une voie comme ça dans la Médina en détruisant des quartiers existants. Moi, je trouve ça pas élégant. Je trouve ça plutôt brutal. C'est une intervention urbaniste. Elle est faite par Prost, tant mieux ou tant pis, mais elle a été faite quand même. Et c'est le seul cas au Maroc où on voit une route, parce que quand même, ils ont percé les remparts. L'avenue Mohamed V, elle s'arrête ici. Ils ont cassé les remparts pour faire pénétrer ici. Ils sont allés le long de la Koutoubia. On a cassé entre-temps le souk des libraires et on a continué jusqu'au Fer-Blanquier. Moi, j'appelle ça, pour moi, ce n'est pas une opération élégante, c'est une opération brutale de rénovation urbaine, qui est maintenant contestée dans toute l'Europe. Alors, on passe aux autres plans. Bon, alors, maintenant, si on revient aux médinas, il est évident que la politique de Lyotet, comme je le disais tout à l'heure, a préservé les médinas. Donc, la structure des médinas n'a pas vraiment été modifiée. Il faut le dire, il faut le reconnaître. La structure des rues, l'implantation des mosquées, des souks, la structure du tissu urbain, etc., n'a pas été fondamentalement modifiée, sauf à Marrakech avec cette pénétrante dont je parlais. De manière générale, donc la structure est bien préservée. Alors, les spécialistes disent qu'il y a 2 modèles de structure dans les médinas. Il y a un modèle qui, au début, était considéré comme un modèle canonique, c'est-à-dire on a la mosquée entourée de ces souks, qui est le centre de la médina, qu'on trouve à Marrakech. Bon, les souks ne font pas le tour de Ben Youssef, mais enfin, ils sont proches, constituent un pôle urbain. Et à Fès, alors c'est impressionnant, parce que vous avez la Karaouine et puis la Kesseria qui est ici, qui forment un seul bloc avec toutes les médarsas autour. Ça, c'est le premier modèle, c'est la centralité religion-commerce, c'est-à-dire mosquée plus souk, au centre de la Médina, qui forme un pôle central dans la Médina. Deuxième modèle, si on peut appeler ça un modèle, les médinas du Maroc en général n'ont pas adopté ce modèle comme on l'a adopté à Tunis, à Sfax et dans beaucoup de médinas tunisiennes.
avec la mosquée, ses souks, et au centre de la Médina. Là, au contraire, il y a une dispersion des parcours commerciaux, c'est-à-dire des souks, une dispersion des édifices religieux, c'est-à-dire des mosquées et des zaouïas. Vous voyez que tout ce qui est en rouge ici, les points rouges, ce sont les édifices religieux. Et en orange, en rouge, c'est aussi les parcours commerciaux, qui ne sont pas regroupés en zones soukières. Oui, ce ne sont pas des zones soukières autour de la mosquée. C'est donc un modèle diffus, on pourrait appeler ça. Ça, c'était pour Rabat. Voilà un détail du tissu urbain de Rabat, où on voit qu'effectivement, les mosquées sont le long des rues principales. Soit dit en passant, dans les ruelles résidentielles, il n'y a jamais d'équipement public ou commercial dans les ruelles, dans les derbes. Allons-y, je vais terminer ici. Et puis là, nous avons fait un plan d'Essaouira où on a bien identifié en jaune les activités commerciales et en rouge les édifices publics religieux, entre autres. Alors ça, c'est l'ancienne Casbah avec la mosquée, une nouvelle mosquée qui s'éteint par la terre, sauf que Essaouira est un cas particulier puisqu'elle a été dessinée par un étranger et au centre, après avoir dessiné la Casbah, on a agrandi la Médina et on a créé deux axes. Enfin, l'urbaniste a créé deux axes avec au centre une place de marché. C'est évidemment un plan assez exceptionnel, mais dû par le fait que l'urbaniste avait été appelé par le sultan pour le plan. Voilà. Je pense que c'est tout. Hein. Ah non, dernier document. Ça, c'est un très joli plan de Salé, où alors là, on s'aperçoit qu'il y a une bipolarité. Vous voyez que les souks, ce qui est en jaune, il se développe autour d'une kisseria qui est ici, autour de places de zones soukières. Ils sont reliés évidemment aux portes. Et puis, il y a pas de mosquée. Il y a une mosquée ici, mais elle n'a pas attiré les commerces. La mosquée principale, elle est là. Elle est à l'ouest, côté cimetière. Elle est construite à côté de la médersa mérinide. Et elle forme un pôle religieux très important. Il y a donc une structure bipolaire. Pôle religieux, sans commerce. Pôle commercial, sans équipement religieux. Vous voyez donc l'association qu'on fait souvent entre la mosquée et ses souks n'est pas vraie pour Salé ni pour Rabat. Voilà, je vous remercie. Merci, cher professeur. Merci pour ce voyage aussi bien dans l'histoire que dans l'espace. Merci pour cette lecture extrêmement intéressante et ces comparaisons entre les modèles de Médina du royaume et cette lecture aussi par rapport à la genèse et à la croissance des nouvelles villes autour des Médina. Cette lecture est très importante aussi bien pour la compréhension de notre patrimoine, mais aussi bien pour les éventuelles propositions.